Je m'appelle Ginette Kolinka. Je suis une jeune fille de 97 ans qui aurait dû mourir à 19 ans. Et je me venge sur ce que nous a fait Hitler en étant encore en pleine forme. Oui, quand même, je peux dire en pleine forme. Podcast Story réel. Que vous dire? J'ai vécu une jeunesse, c'était la guerre, c'est vrai, il y avait des problèmes, mais ça passait au-dessus de ma tête. Moi, je n'ai que des bons souvenirs, parce que 14-15 ans, avec Hitler qui arrive, il fallait pas que les Juifs soient au contact des non-Juifs. Mon père était un petit artisan, il n'a plus le droit de travailler. Mes sœurs font les marchés, elles n'ont plus le droit de travailler, plus personne ne travaille chez moi. Et Ginette, elle est très heureuse parce que elle va profiter de la famille, alors qu'avant, mon père se levait à une heure différente, mes sœurs aussi, moi aussi. Le déjeuner, personne ne déjeunait ensemble. Et avec Hitler qui nous impose l'isolement, on est toujours ensemble. Et puis Ginette, elle ne voit pas autre chose que ça. En 1942, un monsieur vient nous prévenir, il travaille à la préfecture de police, vous êtes dénoncé parce que vous êtes communiste. Vous êtes juif, attention, vous allez être surveillé de très près et il nous conseille de partir en zone libre. Et mon père est quand même un peu inquiet. Donc nos cartes d'identité, on va les brûler et on va faire des faux papiers. Nous étions 6 filles. Les aînées, mes sœurs aînées, sont mariées avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40. Il y en a même un qui est prisonnier de guerre. Mon père voulait absolument un garçon. Le 7e arrive, c'est un garçon. Donc, on est 7 enfants. Mon père voulait pas qu'on quitte Paris. Mon père était très très fier. Il était né à Paris. Il avait fait la guerre de 14-18. Mon père estime que nous, on n'a pas à partir. Nous, on est Français. Nous, on risque rien. On oublie, nous, on n'est pas pratiquants du tout. On est juif, c'est vrai, mais tellement dans la peau de quelqu'un qui ne l'est pas, on n'a pas peur. Mais il faut reconnaître que l'excuse qu'on donnait, rien que cette excuse-là, prouvait qu'on se cachait. Mais nous, on pensait pas. Nous, on croyait que tout le monde croyait ce qu'on leur racontait. Ma mère supporte pas le climat de Paris. C'était des bêtises, on aurait dû trouver autre chose comme excuse. Vous êtes en famille, vous passez d'un endroit à un autre, c'était louche. On va travailler jusqu'en mars 44, c'est très agréable. Et le 13 mars 44, en route, j'ai rien vu de spécial qui aurait pu m'alerter. Rien. Je rentre à la maison, j'ouvre la porte, il y a 3 messieurs que je ne connais pas qui sont là. Il y en a un sur la droite, je l'ai vu de profil, je l'ai vu de dos, habillé de façon normale, je n'ai pas à me poser des questions. Mais sur sa gauche, là c'est pas pareil. Il y a 2 messieurs qui sont là. 2 messieurs habillés de manteaux de cuir et chapeau. Et ça, tout le monde les reconnaît, c'est la Gestapo. La Gestapo est à la maison. Et devant eux, il y a mon père, qui avait 61 ans, mon neveu, qui avait 14 ans, et mon petit frère, qui avait 12 ans. Je ne sais pas qui a prononcé le mot juif. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est la Gestapo? Ils vont emmener papa, Gilbert, Jojo, dans la cuisine. Ils les ont fait déculotter. Ils étaient circoncis. Ça voulait dire qu'on était juifs. Immédiatement, ils nous ont jetés dans la première traction avant qu'ils étaient là. Derrière, il y en a une autre. Et j'ai le temps d'apercevoir, dans cette autre traction, un jeune homme. Un jeune homme qui, depuis quelque temps, passait devant nous. Vous êtes jeune femme,
Vous savez, si un jeune homme passe devant vous pendant plusieurs jours et qui vous fait des sourires, à quoi vous pensez? Alors, est-ce qu'il était de la Gestapo? Vous savez qu'il y avait des Français qui aidaient la Gestapo. On les appelait des miliciens. On n'a pas entendu le son de sa voix de ce monsieur, ni quand on croyait qu'il nous draguait, ni quand il nous a arrêtés. Mais moi, j'ai tout de suite pensé que mes sœurs allaient être arrêtées. Et j'ai toujours cru, du jour où moi j'ai été arrêtée, j'ai toujours pensé que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées aussi. En fin de compte, j'ai appris que non. Drancy, c'était un lieu un peu spécial. Le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes vivent en famille sur leur lieu de travail. Les premiers gratte-ciel qui sortent de terre, Drancy. Alors, à la base de ces gratte-ciel, il y avait des espèces de bureaux qui étaient pas terminés, en construction. Hitler arrive, il voit cet endroit-là, ça lui parle, c'est du ciment partout, et là, il va installer les déportés. On dormait par terre, mais Drancy, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. On se retrouvait, on travaillait pas. Le premier jour, toute la journée, je suis avec mon père, mais je ne sais pas trop quoi lui dire. Toute une journée, c'est long. Et le lendemain, il demande des aides, des bénévoles pour faire des corvées. Je m'inscris et je suis à la corvée de pioche. Donc, tous les matins, on se retrouvait entre jeunes à éplucher des légumes. On blaguait, on chantait, on se rendait pas compte, on réalisait pas, mais en attendant ce petit passage à Drancy, très très bien. Le 12 avril, on nous prévient, il est 6 heures du matin, on est tous derrière la porte de Drancy, et devant, il y a les autobus qui nous attendent. Il y a de la bousculade. On veut être en famille, on veut être avec les amis qu'on s'est fait à Drancy. Moi, je suis contente, je suis dans l'autobus, j'ai ma famille et mes amis. On va s'arrêter devant une gare, et là maintenant, on est aux mains de l'armée allemande. Alors là, ça change. Avec les Allemands, c'est des hurlements, ils savent pas commander sans hurler, ils veulent qu'on se mette en rang, on n'est pas jamais assez bien rangé. Et devant nous, il y a un train avec des wagons ouverts, complètement vides. C'est un train de marchandises. On va nous pousser, il faut faire vite, il faut monter dedans. Je suis dans ce wagon, on est tous debout maintenant, les portes vont être verrouillées. Il y avait un espèce de seau qui était là au milieu, il a été mis dans un coin. Le train a voyagé, on ne s'est pas arrêté. Mon père m'avait montré qu'il était parti avec sa couverture sur le bras, mais dans les pantalons, il avait tellement maigri, il avait mis 2 autres couvertures. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait comme lui. Ça fait qu'on a pu isoler pour faire ses besoins. Isoler, mais ça ne veut pas dire qu'on n'entendait pas, on ne sentait pas. Je n'ai pas réalisé, est-ce que ça m'a semblé long, lourd, je me rappelle plus. Au bout de 3 jours, le train va s'arrêter. Les portes vont être déverrouillées. Et là, je n'oublierai jamais ce moment-là. On a ouvert les portes. On va retrouver déjà de la clarté. On a été dans l'obscurité tout le temps. Et surtout, un grand bol d'air. Ah, c'est plus un bol, je veux dire, ça serait une soupière. Un air froid qui pénètre dans le wagon. En un rien de temps, cette mauvaise odeur a disparu. Je suis assise sur le sol du wagon, prête à sauter, quand j'entends des hurlements sur le quai. Je ne comprends pas ce qui se dit. Je demande autour de moi, j'apprends que ce sont les commandants du camp, les médecins du camp, qui hurlent des ordres. Les personnes qui sont malades, qui sont fatiguées, qui n'aiment pas marcher, il va falloir marcher à travers champs, ça va être dur. Alors, ils ont prévu des camions. Et on les voit, les camions. Moi, j'entends ça,
Papa Gilbert prenait le camion. Ben, papa Gilbert avait entendu comme moi. Donc ils étaient déjà partis. Je les vois pas. J'aurais bien voulu leur faire un petit bisou. Eh ben non. Eh ben c'est pas grave. Je les verrai tout à l'heure. Et maintenant, on va partir à pied. On est à travers champs. C'est vrai que c'était très 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 dur. Et à un moment donné, arrivé au milieu du terrain, on aperçoit des cheminées, de la fumée, une odeur un peu bizarre qui nous chatouille les narines. On a été arrêtés pour aller dans un camp de travail. Et pour moi, le camp de travail, c'était ou les champs ou l'usine. Eh bien, les champs, je suis en train de les traverser, et là, la fumée, l'odeur, eh ben, les cheminées, eh ben, elle est là, mon usine. Et maintenant, on va rentrer dans le camp. Alors, moi, je m'imaginais quelques baraques et l'usine. Eh bien, l'usine, elle est là. Mais quelques baraques à perte de vue, à perte de vue. Des baraques, des baraques, des baraques. J'ai jamais été dans un camp de travail. Je me trompais. Tous les 15-20 mètres, à Mirador, et on voit les soldats qui sont en haut de ce Mirador, mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp. Et puis il y en a d'autres, plus éloignés. On rentre dans une baraque, elle est complètement vide, sauf parallèle à un mur, il y a des tables. Il y a 3-4 tables. Derrière ces tables, 2 femmes. On est devant ces tables. Il faut être en rang. Je vous ai déjà dit que ces messieurs les nazis, un rang, c'est pas n'importe quoi. Et tant qu'on n'est pas impeccable, on reçoit des coups, un coup de pied devant, un coup de pied derrière. Ça y est, on est rangé comme ils veulent. Et maintenant, les ordres vont arriver. Schnell, il faut enlever tout ça. Alors bon, on enlève la jupe, on enlève la robe, la combinaison. Toutes les femmes avaient des combinaisons à l'époque. Il faut l'enlever aussi. Ces messieurs ont pensé à tout pour nous faire souffrir. On va nous obliger à être nus, complètement nus. J'ai que 2 mains, je me cache les seins, je me cache le sexe. J'ai tellement honte d'être nue que je regarde mes doigts de pied. Ils vont nous emmener dans une autre salle. Vous avez des femmes debout derrière un tabouret. On va s'asseoir sur ce tabouret. C'est quelque chose, chaque fois que je parle de ça, je revois la scène parce que c'est tellement la honte. Une femme va se mettre devant nous, vous écartez les jambes et va vous enlever les poils du sexe, les poils sous les bras, les cheveux. Et là, alors qu'on aurait dû pleurer à chaudes larmes de honte, on a ri. J'étais avec un petit groupe de copines, on se reconnaissait plus, on n'avait plus de cheveux. Alors, je dis pas qu'on s'est tordu de rire, mais si, c'est vrai, on a ri, mais pas longtemps. Alors maintenant, on va nous emmener, on va nous parler de prendre une douche. Alors on est contente, on en a besoin. On a voyagé 3 jours, 3 nuits, on ne s'est pas lavé. On est 3-4 sous une pomme de douche. On attend, on nous a pas donné de savon, hein. Et on attend, et il y a rien. Ah ça y est, l'eau commence à couler, elle est glacée. Après, aussitôt après, elle est brûlante. Et on nous chasse pour laisser la place aux autres. Et maintenant, on se retrouve dans une grande salle. Alors là, en attendant que tout le monde ait pris une douche qui n'est pas une douche, et les femmes parlent. Il y en a qui ont interrogé, alors, quand est-ce que celle qui nous rasait, celle qui nous tatouait, ça, je vous en ai pas parlé, hein. Avant d'être douché, maintenant qu'on est nu, on va se faire enregistrer par des dames qui sont derrière les tables. Il y en a une qui va vous inscrire vos noms, votre identité, et l'autre, à côté, va prendre votre bras, et puis sur votre bras gauche, elle va vous mettre un tatouage. Alors, moi, je peux dire que mon numéro, 78 599, à quoi ça correspond, je n'en sais rien, mais il est très bien tatoué.
tous les chiffres sont de la même grandeur, de la même couleur, du même écartement. Ma tatoueuse était douée. C'est pas le cas pour toutes mes camarades. Il y en a qui ont tout l'avant-bras couvert avec des chiffres qui se dansent sur leurs bras, bien tatoués, moins bien marqués, et d'autres, au contraire, qui n'ont... Il n'y avait pas d'encre sur l'aiguille, alors on voit que les chiffres, les derniers chiffres, ou vice-versa. Tout ce que je viens de vous dire, c'est en 2 heures de temps que ça s'est passé tout ça. Je ne connais pas mes autres camarades, comment qu'elles ont réagi. Moi, je sais que je suis complètement... C'est plus moi. Je suis complètement déboussolée. Je sais même plus penser. Je suis là, abrutie par tout ce qui vient de nous arriver. Et puis maintenant, ça y est, on se retrouve tous dans la même pièce à attendre qu'on soit habillés. Et puis, il y en a qui parlent. Elles ont interrogé celles qui les tatouaient, celles qui les rasaient. Alors, quand est-ce qu'on va voir les gens qui sont montés sur les camions? Vous vous rappelez, c'était les enfants, c'était les personnes âgées. Mon père est monté sur le camion, mon petit frère est monté sur le camion, mon neveu aussi. Quand est-ce qu'on va les voir? Vous êtes là depuis longtemps, vous devez savoir. Alors en effet, elles le savent. Et quand on est dans un endroit comme ça, on est vraiment tout de suite, on n'est plus des êtres humains. Et presque contente de nous dire qu'on ne les reverra plus. Non, vous ne les reverrez plus. La fumée, l'odeur, c'est pas Ginette ton usine. On apprend que tous ceux qui étaient montés sur les camions ont été assassinés et que maintenant, cette fumée, cette odeur, c'est leur corps qui brûle. Je peux vous dire que personne ne les a crus. Moi, je ne peux pas contrôler. Papa, Gilbert sont du sexe masculin. Ils sont dans le camp des hommes. Mais celles qui étaient avec leur mère, leur grand-mère, leurs nièces, leurs tantes, leurs enfants, elles peuvent contrôler. Eh ben, elles les ont jamais vues revenir. Donc, on a appris tout de suite, que tous ceux qui étaient sur les camions ont été assassinés, mais on l'a cru que le soir. Tout ça, c'est arrivé en très peu de temps. Ça fait que vous êtes tellement abrutis, je me rappelle pas avoir eu un sentiment quelconque, aucune réaction. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas penser, parce que ceux qui pensaient, les personnes intelligentes qui cherchent des explications à tout, elles sont pas revenues. C'est comme si j'avais reçu, en arrivant, un bon coup sur le crâne, et j'ai vécu comme une somnambule. Un jour, j'ai vu un robot qui se baladait sur une piste dans une vitrine. Et ben, quand j'ai vu ce robot, j'ai dit, on était devenus des robots. On fait ci, tu fais, tu ne demandes même pas pourquoi. Tu fais ça, tu le fais, tu sais même pas pourquoi. On a creusé des trous, on sait pas pourquoi. Maintenant, oui, on le sait. Parce qu'on a vu des photos, on creusait des fossés. Mais des fossés, j'en ai creusé, mais je ne savais même pas à quoi ça servait. Moi, je pensais que c'était histoire de nous embêter. Ben non, ces fossés, c'était pour assainir le sol. On me parle de qualité, la volonté, le courage. C'est joli, c'est beau, ces mots-là. Mais moi, j'ai qu'un seul mot, la chance. C'est tout. Comment voulez-vous penser encore à avoir de la volonté ou du courage? Vous êtes rien du tout. Vous êtes plus rien. Vous êtes rentré, vous étiez quelqu'un, vous vous appeliez Ginette, vous étiez blonde, vous étiez brune. Plus personne a des cheveux, plus personne est habillé d'une façon correcte. Tout le monde est mal habillé. Vous n'êtes plus rien. Donc, on ne peut pas dire que vous avez de la volonté ou du courage. Des robots, voilà, c'est vraiment le mot exact. On est devenus des robots. Pour moi, il n'y a pas de solidarité. On me donne à manger ce soir. Celle à côté de moi, elle n'a pas à manger.
Quand vous savez que vous n'aurez rien, c'est tout ce que vous aurez jusqu'au lendemain, eh bien je peux vous dire que s'il y en a qui ont donné leur ration, elles méritent d'être revenues. Moi je dis, j'ai jamais rien donné. On m'a rien donné, mais j'ai rien donné non plus. Mais vous vous demandez comment vous avez pu faire. Quand je dis les rails de chemin de fer, je les ai installés, pas moi toute seule naturellement, mais avec des camarades. Eh ben, si c'était l'hiver, vous avez les mains qui collaient par le froid sur l'acier. Et puis l'été, c'était le contraire. Elles brûlaient. On peut pas raconter, on l'a vécu, mais on a du mal à réaliser. En tous les cas, je suis incapable, alors que je vois ce que je faisais, je le vois, mais je ressens pas. Je ressens rien. Je vous ai dit, j'avais froid. Certainement que j'ai eu froid. On n'avait rien sur le dos. Il faisait des températures de moins 25, moins 30. J'ai eu très froid même. Mais je réalise pas, je le ressens pas, ça. Par contre, je le vois. Je me vois en train de, à l'appel, me mettre mes mains sous les aisselles de celle qui était devant moi pour me réchauffer un peu les mains. Ça, je le vois. Mais je ressens pas. Le jour où j'ai appris que la guerre était finie, j'étais malade, j'étais en Tchécoslovaquie, je me suis dit, moi, Ginette, je ne parlerai jamais de cette période. Et j'ai jamais parlé de cette période pendant des années. Moi, ça fait maintenant quand même 50 ans, plus que 50 ans que j'en parle, mais j'ai été aussi très, très, très longtemps sans en parler, hein. J'ai eu la chance de retrouver ma famille. J'ai eu la chance de retrouver ma famille qui avait retrouvé notre appartement. Ça fait que j'étais tout de suite dans la vie. Je n'ai pas vécu avec. On peut penser, de temps en temps, on n'oublie pas, mais je ne suis quand même pas à vivre avec la déportation. Alors maintenant, j'en parle tellement que je n'ai même plus envie d'y penser, parce que j'en parle beaucoup. Mais ma famille ne m'entend pas. Jamais je ne parle à ma famille. Il y a 4-5 ans, à la Toussaint, la même période, maman, on est tous libres, on va à Birkenau, on va à Auschwitz, parce que tout le monde dit Auschwitz, on va à Auschwitz. Ah non, moi je dis non, on peut pas aller comme ça. Ah non, 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 nous on s'inscrit nulle part. Hélène, c'est ma belle-fille, elle va organiser ça, et on est partis tous les 5, tout seul. Elle avait organisé très très bien les choses, retenu les hôtels et tout, et je les ai emmenés dans le camp. Dans le camp, on n'a pas été voir des choses qui les intéressaient pas. On a regardé à Birkenau, il n'y a rien à voir. Donc ils ont vu quelques baraques, et ils ont vu les toilettes, ça c'est à voir, hein. Mais si vous êtes un petit peu au courant de ce qui s'est passé, on ressent quelque chose à Auschwitz, à Birkenau. Il vous tombe quelque chose quand on est dans ce camp, quelque chose qui vous tombe sur les épaules. Tandis qu'à Auschwitz, eh ben, vous allez vous montez dans les bâtiments, vous voyez des vitrines. C'est pas possible, on peut pas dire que c'est pas vrai, ça a été mis spécialement. Quand vous voyez des tonnes de cheveux. Alors, moi, au début, quand je suis rentrée, j'y étais, ça fait quand même pas mal d'années. On voyait encore, vous savez, il y avait des femmes avec des nattes, il y avait des boucles, on voyait des blonds, des bruns, des blancs. Maintenant, rien. Une espèce de poussière grise. Vous avez l'impression que si vous mettez votre doigt dans la vitrine, tout va s'écrouler en poussière. Et je ne sais pas comment qu'ils vont faire pour garder ça encore très longtemps. Et puis après, on a vu tous les bars à Auschwitz, à Cracovie, parce qu'il y a beaucoup de bars. Et puis que la vodka est pas chère. À Cracovie, la ville, elle est très belle. On l'a visité, le quartier juif, et puis les bars. Alors là, les bars, vous pouvez y aller. Il y a une très très bonne ambiance pour les jeunes à Cracovie. Allez-y, la vie est pas chère pour nous, les Français. On a intérêt à y aller. Alors allez quand même à Auschwitz. Que ça vous fasse réfléchir. Réfléchir et surtout que vous compreniez que tout ce qui est arrivé, ces millions de personnes qui sont mortes, le départ, c'est la haine.
Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.